Bonjour à tous. De nos autoroutes à nos industries, en passant par notre électricité, ces dernières décennies, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'ont eu de cesse de vendre les biens de la nation. Nous avons pu le voir en détail cet été avec notre série Un pillage français. Toujours un même mode opératoire, vendre au privé ce qui rapporte de l'argent à la nation, conserver ce qui coûte, se plaindre ensuite que la gestion de l'État coûte de l'argent et prendre cela pour prétexte pour à nouveau vendre ce qui rapporte. Un cycle d'escroquerie qui, sous couvert de progrès, a fait perdre des milliards d'euros à la collectivité. Mais depuis 10 ans, la situation a changé. Le scandale de la vente des autoroutes a levé le voile sur la réalité de cette politique, sur le racket dont les citoyens ont été victimes et sur les milliards qu'une poignée de compagnies a pu se mettre dans la poche grâce à des biens financés par nos impôts, comme si nous étions dans un mauvais film. Pris la main dans le sac, ceux qui ont permis cela ne cherchent même plus à argumenter sur le bien fondé de leurs décisions. Ils se contentent de renvoyer les citoyens, les ayant perçus à jour à des qualificatifs infamants comme populiste ou nationaliste, un argumentaire dont de moins en moins de monde est dupe. Mais une question demeure, comment mettre fin à cette escroquerie ? Soyons clairs, l'État ne réparera pas tout le mal qui a été fait, mais il a les moyens de récupérer ce qui a été bradé et de mettre fin au pillage. Ainsi, la loi autorise le retour des biens nationaux à la nation au nom de l'intérêt général, comme cela a pu se faire à la Libération. Dès le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance avait lancé un programme visant à libérer l'économie de la domination des grands groupes privés et à donner la priorité à l'intérêt général. Un des fils conducteurs de ces mesures correspondait au souci, en fait, d'élaborer un contre-pouvoir à l'argent roi qui avait été la cause de la misère dans les années 30 et de la crise économique. Pour résumer les principes que la France entend mettre désormais à la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Mais le dispositif existant prévoyant une juste indemnité est relativement contraignant et son adaptation à la situation actuelle peut se discuter. Serait-il normal, par exemple, que l'État verse des indemnités et mette encore une fois les contribuables à contribution pour récupérer des concessions autoroutières qui ont rapporté des dizaines de milliards d'euros à leurs exploitants ? Des modifications constitutionnelles pourraient donc s'avérer nécessaires afin d'éviter ce genre de situation. Mais ces questions technico-juridiques ne seraient pas les plus compliquées à régler. Un gouvernement qui aurait l'audace de récupérer les biens de la nation se ferait sans doute de nombreux ennemis et serait confronté à de nombreuses pressions. De la part, pour commencer, de l'Union européenne qui a l'idéologie de marché gravée dans ses traités fondateurs et dont la question de la sortie pourrait très rapidement se poser. Mais des pressions également de la part d'autres pays ou de groupes financiers qui verraient comme un affront le fait que la France s'extraille de cette idéologie. Un gouvernement qui aurait le courage d'affronter ces pressions marcherait sur des œufs, devrait déployer des trésors de diplomatie pour compenser les diverses tentatives de déstabilisation et surtout aurait besoin que les Français soient particulièrement soudés et déterminés pour l'empêcher de changer de cap. Nous l'avons vu, le pays a été confronté à des méthodes mafieuses et on ne quitte pas une mafia sans risquer du sang et des larmes. Mais s'il faut en passer par là pour récupérer notre dignité et notre liberté, le prix à payer ne semble au final pas si élevé que cela. Cependant, ne nous mentons pas, avec les dirigeants actuels, tout cela n'arrivera pas. Et pourtant, progressivement, les choses bougent. Si la possibilité d'un référendum pour que nos aéroports demeurent à la nation a vu le jour, c'est que des hommes politiques de tous bords ont su surmonter leurs divergences sur cette question, y compris des députés dont les partis, il y a quelques années, ne voyaient aucun problème à vendre nos autoroutes ou notre électricité. Bien sûr, certains l'ont fait par pur opportunisme, mais c'est bien parce qu'ils sentent que le modèle qui était accepté jusqu'ici est aujourd'hui profondément remis en cause, y compris par leurs électeurs. Non par idéologie, mais parce qu'il a fait la preuve de ses effets néfastes. Avec l'hypothèse d'un référendum sur Aéroport de Paris, une opportunité historique se présente et qui va bien au-delà de ce cas particulier. Si un référendum devait se tenir, ce serait l'occasion de rendre concret ce qui est déjà latent, le refus de voir la France être vendue et la volonté majoritairement partagée de voir l'État jouer son rôle. Emmanuel Macron le sait. Il sait que la majorité qui s'en dégagerait dépasserait largement les cadres politiques traditionnels et il en a peur. C'est pourquoi il ne veut surtout pas que ce référendum ait lieu. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que les citoyens aient connaissance de la procédure référendaire en cours. Car il sait que si les citoyens étaient correctement informés, nous serions beaucoup plus de 4,7 millions à signer. Nous allons rencontrer M. Castaner et lui rappeler que voilà,
même si nous sommes bien conscients de l'opposition à la démarche de l'exécutif et de l'intérieur en particulier, il faut peut-être faciliter les choses, au moins pour que les Français aient un droit à l'information, un droit à l'information civique, tout simplement. L'information, plus encore que lorsque nous avons lancé le fil d'actu il y a 4 ans, est la clé. Et comme les médias traditionnels ne la relaient pas, c'est à chacun d'entre nous de le faire. Nous avons l'opportunité de dire non à la politique qui a ruiné la France, mais il faut que ça se sache. Alors, cette procédure de référendum sur nos aéroports, parlez-en autour de vous, faites signer vos proches, convainquez-les de faire signer autour d'eux, que chacun informe 10 personnes et que ces 10 personnes informent à leur tour 10 autres personnes. Interpellez vos élus, vos associations, vos syndicats, organisez-vous via les réseaux sociaux, regroupez-vous pour aller à la rencontre des autres, pour affirmer que oui, les aéroports et au-delà, tous les biens qui nous sont aujourd'hui utiles doivent appartenir à la nation, c'est-à-dire aux citoyens assemblés. Pour affirmer que oui, il est possible d'empêcher une nouvelle escroquerie et par là même de mettre fin au pillage français. Et pour affirmer que non, nous n'avons rien à y perdre, mais qu'en revanche, nous avons notre pays à gagner. Alors tu sais, moi au départ, je suis con, hein, mais je crois que je viens de comprendre un truc, parce que tu sais, ça fait des mois, que dis-je, des années, où je me dis, putain, mais avec tout ce qui se passe contre les travailleurs en France, que font les syndicats? C'est quand même au départ leur boulot, tu vois. Et là, il y a le Canard enchaîné qui a révélé une enquête le 16 avril 2025, et c'est vrai que je crois que j'ai compris quelque chose. Alors le Canard enchaîné nous explique que il y a eu des élections, hein, les élections des syndicats dans le privé, donc dans les entreprises privées. Ça y est, on a le résultat avec une participation à 36,5% des salariés. C'est pas beaucoup, et on sait qui sont les syndicats qui dominent dans le privé. Alors, vous allez me dire, tiens Rémi, c'est marrant, on n'en a rien à foutre. Oui, mais attends, calme-toi, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si je vous parle de ça, c'est que le Canard enchaîné révèle l'existence d'une loi mise en place en 2014 de manière assez discrète. Parce que voilà, tu sais, c'est le genre de loi dont on te parle pas. Toi, dans les médias, on te parle de on va cramer la planète, le voile, Mbappé, les trucs qui font peur, tu vois. Mais les vrais trucs qui ramènent du pognon, on t'en parle pas. Ça passe en soum-soum dans les coulisses. Et cette loi de 2014, elle a mis en place un mécanisme de financement des syndicats sous la forme d'une subvention de l'État et d'une contribution des employeurs du privé, une contribution élevée à 0,016% des salaires versés. Donc ce joli pactole s'est élevé en 2023 à 150 millions d'euros, répartis entre les syndicats par rapport à leurs résultats aux élections. Et ce qui est chouette, c'est que comme tu as une contribution qui est en fonction, tu es à 0,016% des salaires versés, vu que la masse salariale augmente chaque année en France, la contribution augmente. Voilà, donc les syndicats se gavent de plus en plus, tu vois. C'est pour ça que pour eux, repousser l'âge de départ à la retraite, bah non, parce que tu vas perdre du pognon. C'est peut-être pour ça qu'on les a pas trop entendus. Donc tu vois, ce qui est magique, c'est que la CGT en 2015, ils avaient 26,7% des voix, tu vois. Bon, ils avaient gagné 17,57 millions d'euros par an. Par an, eh oui, bah, par an, hein. Et en 2023, ils ont fait 22,9% des voix, donc ils ont fait moins, et ils ont gagné 20,6 millions d'euros par an. Ouais, ah non, c'est fou, hein. Ah non, mais du coup, moi je suis con, mais j'ai compris. Si en fait ils se lèvent pas trop contre le gouvernement qui fait des dingueries aux travailleurs, c'est parce que comment tu les payes les vacances à Cancun? Ben oui, mais voilà, tout c'est clair. Monsieur Retailleau, vous savez comment je l'appelle? Monsieur 3. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'interville ou je sais pas quoi, où on posait des questions à des villes pour qu'ils gagnaient, et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Et donc, pour donner la réponse, il y avait 3 possibilités de réponse quand il posait les questions. Quand c'était la réponse 1 qui était bonne, il faisait 1 avec son pouce sur sa jambe. Quand c'était la réponse 2, il faisait 2. Et quand c'était la réponse 3, ça faisait 3. Et il s'est fait gauler un jour parce qu'on a vu qu'il faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne en face répondait à la question numéro 3. Et ben, le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de la tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et ça, les gens ont vite oublié. Mais il était élu? Ah bah oui, c'était le second de Monsieur De Villiers. Ouais, c'est ça. Et Monsieur De Villiers voulait absolument que le Puy du Fou gagne ces jeux télévisés à la télé. Et moi, depuis, je l'appelle Retailleau 3. Les gens ont oublié, mais pas moi. La faculté que j'ai, c'est justement de garder dans ma tête tous ces petits détails anodins qui sont des tâches sur la vie de nos élus qui veulent être propres. Et Monsieur Retailleau, d'ailleurs, a touché les chocolats aussi du Sénat. Et lui, il a été plus intelligent que les autres parce qu'il a appelé ça des remboursements. Donc il a fourni quelques justificatifs. Mais c'était comme de l'argent qu'il ne devait pas toucher.
c'est un bras d'honneur. Je suis désolé, c'est pas possible qu'on fasse... EDF vous fait un bras d'honneur. À l'industrie française. À l'industrie française, ouais. Oui. Je suis extrêmement choqué. Voilà. EDF, c'est une entreprise nationale qui a une mission de service public sur la compétitivité de l'industrie française. Et ça a été le cas pendant des décennies. On est en train de totalement sortir de la route. L'électricité ou l'énergie, c'est le premier facteur de compétitivité. Pour maintenir des usines, nous avons déjà différé des investissements industriels en France parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'énergie au 1er janvier 2026. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle pourra doubler. Ouais. C'est plus 100%. Donc, c'est pas plus 5%, 10%, c'est plus 100%. Ouais. Donc, il n'y aura pas de maintien de l'industrie en France, voire de réindustrialisation, et non plus de décarbonation, si on marche sur la tête comme on est en train de marcher sur la tête. On est en train de mettre aux enchères, de façon aberrante, l'industrie française. Ouais. Moi, je suis extrêmement choqué. Voilà. On serait sur un terrain de rugby, puisque la France a fait des exploits en rugby. Ouais. Bah, c'est un bras d'honneur. Je suis désolé, c'est pas possible qu'on fasse... EDF vous fait un bras d'honneur. À l'industrie française. À l'industrie française, oui. Et le gouvernement a été très clair, il y a 2 ans, sur l'attente de signature de contrats. Il y a 1% de contrats qui ont été signés. Donc on n'est pas du tout au rendez-vous. Il y a urgence, puisque c'est au 1er janvier 2026. Non. D'accord. Alors là, on va en parler. Il n'y a pas eu de torture en Algérie. Non, on va en parler. La torture en Algérie, elle a été décidée par des gouvernements. Qui était au gouvernement à l'époque? De gauche. C'était pas les Verts. De gauche. François Mitterrand, garde des Sceaux, qui a signé des exécutions dans la guerre d'Algérie. Non, on s'éloigne pas. C'est exactement le sujet. La gauche pense qu'en insultant la France, ils vont oublier la responsabilité historique qu'ils ont dans la guerre d'Algérie et dans l'utilisation, par exemple, de la torture. C'est pas le Rassemblement national. Donc ça suffit de réécrire l'histoire en permanence et d'insulter aujourd'hui la République française qui n'a rien à voir avec cela. Bien, Nestlé a une grande influence partout sur les autorités et et ils sont capables de convaincre par leur façon et les responsables locaux pour acheter les sources d'eau et puis exploiter les ressources d'eau aux dépens des agriculteurs ou de la population locale. Alors, l'affaire de Brésil, c'est un cas où ils voulaient acheter les sources d'eau et puis il y avait les citoyens locaux qui étaient contre. Et Nestlé avait espionné une ONG, l'ONG Attac, pour savoir les ONG qui résistent ou qui aident contre cette tendance. Ouais. Qu'on arrête cette économie de guerre à la con et qu'on arrête de piller la France et de nous dire qu'on va s'appauvrir et qu'on va tout perdre. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de policiers, on a besoin de profs dans les écoles, on n'a pas besoin de canons. Moi je suis d'accord pour payer plus d'impôts, mais pas pour acheter des canons, parce que les canons ça a juste une particularité, c'est que ça tue les gens. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, d'abord, c'est un petit bilan psychiatrique à tous. Parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin. Parce que vous voyez des Russes de partout. Vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant en grande gueule, je m'attendais à voir des chars russes. J'en ai pas vu. Je suis désolé. On est en paix. Les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords. Parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk. On est mal barré quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine, et que derrière, on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc, si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. Pourquoi la France a quitté l'OTAN en 1966 ? Parce que De Gaulle détestait l'idée que la défense de la France soit commandée depuis Washington. On est en pleine guerre froide. L'OTAN, dirigée majoritairement par les États-Unis, coordonne la défense de l'Europe. Mais pour De Gaulle, la France doit pouvoir décider seule d'entrer ou non en guerre, pas être automatiquement entraînée dans un conflit qui n'est pas le sien. En plus, il veut une force nucléaire indépendante. Pas question que les bombes françaises dépendent d'un feu vert américain. Alors en 1966, De Gaulle annonce que la France quitte le commandement militaire intégré de l'OTAN. Concrètement, ça veut dire les bases américaines doivent plier bagages et les troupes de l'OTAN doivent quitter le sol français. Ambiance glaciale avec les alliés. La France reste membre politique de l'OTAN, mais reprend le contrôle total de son armée. Ce n'est qu'en 2009, sous Nicolas Sarkozy, que la France reviendra pleinement dans le commandement militaire de l'Alliance. Pendant plus de 40 ans, elle aura suivi sa propre voie.
Peut-on encore faire confiance à nos systèmes électoraux? C'est la question soulevée par les récents scandales qui frappent nos voisins allemands et espagnols. Des morts qui votent, des identités usurpées, des bulletins qui apparaissent comme par magie. Ce n'est pas le scénario d'un thriller politique, mais bien la réalité qui frappe le vieux continent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons dans une affaire qui ébranle les fondements même de nos démocraties. Commençons par l'Allemagne, ce pays souvent cité comme modèle de rigueur et d'organisation. Pourtant, vous allez voir que les accusations sont graves. Tout a commencé avec Marcel Lütte, un ancien membre du Parti démocrate libre et actuel président de l'Union pour la bonne gouvernance. Cet homme, loin d'être un marginal politique, a déposé une plainte formelle de 80 pages auprès du comité de révision électorale du Bundestag. Un document méticuleux appuyé par plus de 200 pièces justificatives qui dresse un tableau alarmant de ce qu'il a qualifié de sabotage planifié du système électoral allemand. Qui aurait pu s'imaginer que la plus grande économie d'Europe se retrouverait au cœur d'un tel scandale démocratique? Ainsi, selon Lütte, au moins 2,5 millions de personnes décédées figuraient toujours sur les listes électorales lors du scrutin de février 2025. Des morts auraient donc voté lors de ces élections. Mais ce n'est apparemment pas une première, puisque le problème aurait déjà été observé lors de précédents scrutins. Cela dit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car dans de nombreux bureaux de vote, aucune pièce d'identité officielle avec photo n'était exigée. À Stuttgart, par exemple, les responsables électoraux avaient reçu pour instruction d'accepter comme seule identification la notification de vote, un document pourtant facilement falsifiable. Il s'agit également d'une pratique en contradiction directe avec la loi électorale allemande qui exige une vérification d'identité en bonne et due forme. Ainsi, selon Lütte, il ne s'agirait pas d'erreurs isolées, mais bien d'une stratégie délibérée visant à favoriser les forces de l'establishment et à faire taire les partis émergents. Il pointe notamment du doigt le cas du parti BSW de Sarah Wagenknecht, qui a manqué le seuil parlementaire de seulement 10 000 voix, et celui de l'Alternative pour l'Allemagne, qui représente un défi significatif pour le statu quo politique. Lütte n'y va pas par quatre chemins, il qualifie l'ensemble du processus électoral de farce et exige que tous les registres des bureaux de vote soient rendus publics pour permettre un audit complet. Une demande qui, jusqu'à présent, est restée sans réponse. Pourtant, de nombreux citoyens allemands ont effectivement rapporté s'être vus refuser le droit de vote parce que quelqu'un avait apparemment déjà voté en leur nom. À Bad Kreuznach, près de Francfort, on a même retrouvé plus de bulletins que d'électeurs inscrits, un signal d'alarme qui aurait dû immédiatement déclencher une enquête approfondie. Mais ça ne s'arrête pas là. Des milliers d'autres citoyens allemands vivant à l'étranger n'ont pas reçu leurs documents de vote à temps, malgré leur inscription. Or, on sait qu'en général, ces électeurs ont tendance à rejeter les partis traditionnels. Leur exclusion aurait donc pu bénéficier à la coalition gouvernementale composée des sociaux-démocrates et des Verts. Mais traversons maintenant les Pyrénées pour découvrir comment l'Espagne se retrouve elle aussi plongée dans un scandale qui met à mal la confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques. Sur place, la Guardia Civile mène l'enquête sur un système de trucage des votes par correspondance lors des élections municipales de 2019 et 2023. Selon les agents, il existerait un schéma d'action systématique avec des ramifications dans plusieurs provinces espagnoles. Les autorités ont notamment mis au jour plusieurs systèmes d'achat de vote liés au Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, actuellement au pouvoir. Et si ces scandales remontent aux élections locales précédentes, leurs ramifications continuent d'ébranler la politique espagnole. Le rapport auquel The Objective, le journal qui publie cette histoire, a eu accès, révèle des pratiques répétées. Coercition, usurpation d'identité et achat de vote en échange de faveurs professionnelles, le tout orchestré à partir des structures locales du PSOE. Ainsi, à Mojácar, une petite ville de la région méridionale d'Andalousie, 2 candidats du PSOE ont été arrêtés pour avoir offert de l'argent et des emplois dans le secteur public à des immigrants latino-américains en échange de leur vote. Les montants proposés variaient de 100 à 200 € par bulletin, et dans certains cas, ils auraient même offert un emploi à la mairie locale en contrepartie du soutien électoral. Les arrestations ont eu lieu quelques jours seulement avant les élections municipales de 2023. Mais le cas le plus retentissant s'est produit à Alboudaïté, dans la région de Murcie. Là-bas, la candidate socialiste à la mairie a été arrêtée avec 12 autres personnes pour avoir orchestré une opération similaire.
L'enquête a révélé l'utilisation de la coercition et de la fraude à l'identité pour manipuler les votes par correspondance, compromettant directement la légitimité des résultats électoraux. Et ce qui rend cette affaire particulièrement grave, c'est qu'elle ne cible pas n'importe quels électeurs, mais plus spécifiquement les plus vulnérables, comme des personnes récemment immigrées, celles économiquement précaires, des électeurs âgés ou isolés. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'une exploitation cynique des faiblesses du système démocratique et de la précarité sociale. Et bien que les scandales en Allemagne et en Espagne soient différents dans leur méthode, ils révèlent tous deux une érosion inquiétante de l'intégrité électorale au cœur même de l'Union européenne. L'Allemagne, avec son système technocratique et sa culture de l'ordre, voit émerger des failles systémiques qui permettent des manipulations à grande échelle, presque invisibles mais potentiellement décisives. Tandis que l'Espagne, avec sa tradition plus personnaliste et ses réseaux d'influence locaux, fait face à des pratiques plus directes d'achat de vote et de coercition. Ces affaires surviennent dans un contexte où la confiance dans les institutions démocratiques est déjà fragilisée à travers l'Europe. Et cette érosion de la confiance alimente directement la montée des mouvements souverainistes qui dénoncent depuis longtemps une démocratie de façade contrôlée par des élites corrompues. Mais paradoxalement, les fraudes électorales qui visent justement à limiter l'influence de ces mouvements pourraient finir par les renforcer, en validant leur discours. En Allemagne, l'AfD utilise déjà les révélations de lutteux comme preuve que, je cite, le système est truqué à l'encontre des forces de changement. Même chose en Espagne, où l'opposition de droite a lancé des accusations similaires contre le gouvernement socialiste. Plus largement, ces scandales électoraux en Allemagne et en Espagne nous placent aussi face à un paradoxe inquiétant. Alors que les démocraties occidentales n'ont jamais été aussi développées sur le plan institutionnel, avec des constitutions sophistiquées et des systèmes de contre-pouvoirs élaborés, la pratique démocratique fondamentale, le vote libre et équitable, semble plus vulnérable que jamais. Quoi qu'il en soit, les démocraties européennes traversent sans doute un moment charnière. Alors, d'après vous, ces révélations conduiront-elles à une prise de conscience et à des réformes profondes pour renforcer l'intégrité électorale ? Ou bien ne feront-elles qu'accélérer l'érosion de la confiance publique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.